Économie le Max sur i24 News, bienvenue à tous. Au sommaire, aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour que la Grèce sorte enfin de la spirale de la dette. Et ces temps-ci réapparaît avec insistance une demande de réparation à l'Allemagne pour les crimes nazis. 280 milliards d'euros. Cette requête est-elle si farfelue, si opportuniste? On tentera d'en démêler les enjeux entre économie, morale et mémoire. Et puis 800 millions d'euros, voilà ce que coûtera au final la brouille franco-russe autour de la non-vente des Mistral. Les détruire, les revendre, que faire désormais de ces deux navires de guerre? Nous reviendrons tout à l'heure sur les conséquences de la crise. On parlera aussi des rebondissements dans l'affaire Kerviel, ce sera dans notre revue de presse. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Petit point avant cela sur l'actu économique internationale et un mot d'abord de la tournée asiatique de John Kerry. Le secrétaire d'État américain était ce lundi, vous le voyez, à Séoul en Corée du Sud. L'occasion de réaffirmer l'impossibilité d'améliorer les relations diplomatiques et économiques de Washington avec le régime nord-coréen, en l'absence bien sûr d'avancées sur les droits de l'homme. Hier, John Kerry était en Chine. Il a fait part de l'hostilité américaine à la construction par Pékin d'îlots artificiels dans un archipel disputé en mer de Chine méridionale. Du coup, les tensions restent vives entre les deux géants économiques autour de cette artère commerciale stratégique. Et avant cela, c'est un autre leader qui s'était rendu en Chine. La visite ce week-end du Premier ministre indien Narendra Modi a permis de consolider les relations entre les deux pays les plus peuplés au monde. 21 accords commerciaux et de coopération conclus pour un total de 22 milliards de dollars. Voisins, rivaux, mais partenaires presque obligés. Infrastructure, énergie, télécom ou secteur bancaire et même culture. Le rapprochement transcende visiblement les différends et notamment frontaliers. Pékin est le plus important partenaire commercial de New Delhi, 70 milliards de dollars par an. Vous êtes l'usine du monde, alors que nous sommes le back-office du monde. Votre atout est la production de matériel, tandis que l'Inde se concentre sur les logiciels et les services. Nous avons à apprendre de vous sur le développement des industries de main-d'œuvre et la création des conditions pour un investissement direct étranger durable, mais aussi sur le développement des compétences, la création d'infrastructures et le modèle de développement tiré par les exportations. Voilà, l'étape suivante du périple régional de Narendra Modi, c'était hier en Mongolie, une économie que l'on dit en plein décollage grâce aux ressources minières dont la Chine voisine est plutôt friande. Alors 14 accords de coopération ont été signés entre New Delhi et Ulaanbaatar, allant de la cybersécurité aux énergies renouvelables, plus une ligne de crédit de la part de l'Inde à hauteur d'1 milliard de dollars, de quoi accélérer les échanges entre les deux pays qui plafonnaient l'an dernier à 16 petits millions de dollars. Nous allons porter notre partenariat économique à un autre niveau. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que l'Inde va fournir une ligne de crédit d'1 milliard de dollars pour soutenir l'expansion de la Mongolie en termes de capacité économique et d'infrastructures. En bref, en France, les bons chiffres de la croissance sont encore dans toutes les têtes, plus 0,6% le rappel pour le PIB au premier trimestre. Pour Michel Sapin, Paris doit désormais viser un score supérieur à 1% pour l'ensemble de l'année, avec, dit-il, davantage de consistance sur le front de l'emploi. Le ministre des Finances veut une tendance durable et en écho, Manuel Valls, le Premier ministre, annonce un rythme de 1,5% de croissance d'ici la fin de l'année. Et puis un mot des marchés financiers. La BCE s'est dite satisfaite ce week-end des effets produits sur l'économie de la zone euro par ses rachats d'actifs et notamment côté inflation. Aucune raison donc pour l'heure d'y mettre un terme. En revanche, les inquiétudes restent vives quant à l'évolution des taux obligataires. Écoutez l'avis de cet analyste. La BCE doit indiquer clairement qu'elle est en train de faire tout ce qu'elle peut pour éviter un crash obligataire que beaucoup de gens redoutent. S'il y a un crash obligataire, c'est la fin du monde financier, mais la BCE devra éviter cela. C'est l'histoire d'une revendication vieille de quasiment 70 ans. Les autorités grecques exigent de l'Allemagne des réparations pour les crimes nazis des années 40. 280 milliards d'euros, cela représente plus de 80% de la dette publique d'une Grèce, on le sait, à genoux financièrement. Alors faut-il justement voir un lien entre cette demande et cette urgence économique? Un rapport aussi avec le fait que Berlin fait preuve d'intransigeance, on le sait, au sein de la zone euro vis-à-vis d'Athènes. Alors morale, économie, finance ou droit, autant d'éléments qui font de ce dossier un enjeu réel pour toutes les parties. Johan Giametta d'Angelo. C'est un film bien étrange, diffusé en boucle sur les écrans du métro d'Athènes. Ce n'est pas un documentaire historique, mais des images émises par le gouvernement grec. Elles recensent les dommages que l'Allemagne a causés à la Grèce durant la Seconde Guerre mondiale. On peut lire ici 300 000 morts de la famine.
Quand j'ai vu cette vidéo, j'étais ravie, car je pense que tout le monde doit être au courant de ce que l'Allemagne nous a fait. D'une manière ou d'une autre, cette campagne de vidéo devait avoir lieu. Car depuis quelques mois, c'est la nouvelle obsession du gouvernement. Réclamer 279 milliards d'euros de réparation de dommages de guerre à l'Allemagne. De 1941 à 1944, les nazis envahissent et occupent la Grèce. Elle devient l'un des États les plus touchés par la guerre. Depuis, l'Allemagne ne s'est toujours pas acquittée de la totalité de ses réparations. Seuls 115 millions de Deutschmark, l'équivalent de 58 millions d'euros, ont été versés en 1960, une somme provisoire qui devait être réévaluée lors de la réunification entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. Mais en 1990, les réparations de guerre sont exclues du traité final. 25 ans plus tard, l'accord est rejeté par le gouvernement grec. Notre génération doit continuer la bataille. Nos enfants ne doivent pas laisser le fil rouge de l'histoire être coupé parce que des gens ont perdu leur sang pour la patrie, que notre mémoire doit rester vivante et active. Un discours qui prend aujourd'hui une tournure particulière. Avec 7 milliards d'euros à rembourser avant cet été, Athènes est prise au dépourvu. L'expulsion du pays de la zone euro plane sur la Grèce. C'est du moins ce que désire 52% de la population allemande dans un sondage paru en mars dernier. La Grèce mal aimée en Allemagne. Alors une question, faut-il voir finalement au-delà des considérations purement économiques lorsqu'on aborde la question de la dette d'un pays? En ligne avec nous, Charles Wiplos, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Vous avez co-écrit notamment Macroéconomie, perspective européenne, paru l'an dernier chez Debuck. Alors d'abord, ce qu'on peut mettre en évidence, bien sûr, c'est cet antagonisme entre les deux pays. La Grèce surendettée, l'Allemagne, modèle de rigueur et qui dégage d'ailleurs des excédents. Est-ce que l'histoire, le passé, pourrait, d'après vous, venir rétablir une sorte d'équilibre et de justice, ou bien il faut absolument séparer ces deux notions, ces deux aspects? On ne peut jamais se débarrasser de son histoire, comme vous le savez bien, donc ça reste. Il se trouve qu'aujourd'hui, les événements mettent face à face la Grèce, qui a acquis une très lourde dette depuis le début de la crise. Cette dette a été financée par des autorités, ce n'est pas une dette privée maintenant, donc financée entre autres par le gouvernement allemand. Et cette dette est excessive, la Grèce ne s'en sortira pas. Et il se trouve que l'Allemagne, elle aussi, avait accumulé une dette un peu particulière qui était des réparations de guerre et qu'elle ne les a pas payées. Elle ne les a pas payées, entre autres, à la Grèce. Donc aujourd'hui, quand l'Allemagne donne des leçons de morale au gouvernement grec, ça ne passe pas en Grèce et d'une certaine manière, c'est compréhensible. Ouais, donc justement, indemniser la Grèce aujourd'hui, c'est vrai que ça coûterait aux contribuables allemands, mais d'un autre côté, ça a coûté aussi, vous le disiez, aux contribuables européens d'effacer la dette de l'Allemagne juste après la réunification dans les années 90. Il faut, d'après vous, intégrer cette variable à l'équation, celle de l'histoire ? Mais moi, je crois qu'il ne faut pas l'intégrer absolument, c'est-à-dire que la Grèce a aujourd'hui une dette qui est excessive et qu'elle n'arrivera pas à servir, et il faut faire ce qu'on fait normalement avec des pays dans cette situation, c'est-à-dire négocier une réduction de sa dette. Ouais. Donc c'est simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'histoire. Le problème, c'est que l'Allemagne a pris une position hautement morale en disant les dettes dues doivent être payées, les engagements pris doivent être tenus, et ça amène un dérapage vers des mauvais souvenirs historiques où l'Allemagne s'était engagée à verser des réparations et elle a obtenu une réduction de sa dette de guerre totale de la part des puissances occupantes. Donc pourquoi c'est bien d'éliminer la dette allemande et pourquoi c'est mal d'éliminer la dette grecque? Une fois qu'on a ouvert les questions morales, on ouvre la porte à l'histoire et à ses aspects les plus sombres, et c'est pas, à mon avis, c'est pas très sain, mais c'est devenu inévitable. Donc annuler une partie en tout cas de la dette grecque, ça aurait un sens plutôt que de continuer à verser des aides, c'est ça que vous dites? Mais on ne verse pas d'aide. Si vous voulez, le problème, c'est que les sommes qui sont versées par les Européens et le Fonds monétaire à la Grèce, ce n'est pas une aide, c'est une dette.
C'est-à-dire qu'on prête à la Grèce parce que la Grèce ne peut plus emprunter sur les marchés financiers. Mais la raison pour laquelle la dette grecque a explosé depuis 2010, c'est parce qu'elle a reçu cette dette, ce qu'on appelle une dette, mais ça n'a rien d'une dette, ce sont des prêts. Et on l'a poussée à emprunter, elle avait besoin d'emprunter, on l'a poussée à emprunter beaucoup, et beaucoup trop. Et je crois que ceux qui ont emprunté trop sont responsables, ceux qui ont prêté trop sont tout aussi responsables, et c'est le moment d'être des grands garçons et des grandes filles, de s'asseoir et de négocier une réduction de dette, comme ça se fait partout dans le monde depuis très longtemps. Merci beaucoup, cher Viplos, pour toutes ces explications. Donc la Grèce qui serait endettée seulement à hauteur de 16% contre 175% aujourd'hui, si elle récupérait ces sommes de l'Allemagne. On revient à présent sur cette affaire qui a mis à mal, on le sait, les relations franco-russes, celle des 2 navires de guerre Mistral, construits sur les sentiers de Saint-Nazaire et qui devaient être livrés à l'armée russe au plus tard samedi dernier. Vente conclue il y a 4 ans, à l'époque de Nicolas Sarkozy, pour 1,2 milliard d'euros. Mais entre-temps, la crise ukrainienne a poussé Paris à utiliser ces bâtiments comme monnaie d'échange pour un cessez-le-feu. Aujourd'hui, les 2 pays ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'annulation du contrat. Anthony Lesme. La situation en Ukraine nous rappelle à nos responsabilités de solidarité que nous entendons pleinement exercer. C'était le 5 avril dernier. Alors que la France accuse les Russes d'ingérence en Ukraine, le ministre de la Défense continuait de bloquer la livraison des navires Mistral à l'État russe. 2 bâtiments de projection et de commandement vendus en 2011 pour 1,2 milliard d'euros. Depuis, l'Élysée a décidé d'annuler le contrat alors que près de 800 millions d'euros ont déjà été déboursés par les Russes. Si Vladimir Poutine et François Hollande se sont accordés sur l'idée d'un remboursement, Moscou a refusé la proposition française d'un paiement de 785 millions d'euros. Le Kremlin exige une indemnisation d'1,163 milliard d'euros, tout en minimisant les conséquences stratégiques sur son arsenal militaire. À l'époque, nous avons conclu ce contrat avant tout pour soutenir nos partenaires et pour que leur chantier naval ait du travail. Que faire des Mistral ? Paris veut amortir ses pertes en revendant les bateaux à des pays tiers comme le Canada ou l'Inde qui ont montré un certain intérêt. Mais le Kremlin refuse toute autre exportation de navires conçus pour la défense russe. Il exigerait d'ailleurs que dans les calculs soient inclus les dépenses annexes. Les frais comprennent le coût du déplacement et de la formation des 400 marins russes à Saint-Nazaire, celui du rapatriement des équipes ou encore le coût de l'installation en Russie des plateformes de réception. Au total, cette somme serait comprise entre 10 et 50% du montant payé par la Russie pour l'acquisition des navires. La France refuse ces dépenses. Si Paris et Moscou restent en désaccord, les 2 pays pourraient se résoudre à aller devant un tribunal d'arbitrage. Un fiasco diplomatique et économique. On passe tout de suite au Mediawatch. Et à la une, bien sûr, de la presse écho aujourd'hui, l'affaire Kerviel et ses révélations explosives qui pourraient totalement la relancer. C'est Fleur Citru qui nous en parle. Bonjour Fleur. Bonjour. Alors une fois de plus, c'est Mediapart qui est à la manœuvre. Oui, alors selon le site d'information Mediapart, eh bien, la hiérarchie ne pouvait pas ignorer les prises de risque de Jérôme Kerviel. Ce n'est pas la première fois qu'on entend cette accusation, mais cette fois elle est portée par la commandante de police qui a enquêté sur cette affaire entre 2008 et 2012. Nathalie Leroy a témoigné le 9 avril dernier devant un juge d'instruction dans le cadre d'une plainte contre X déposée par Kerviel pour escroquerie au jugement. Et les révélations sont fracassantes. Dans le PV de cette audition que s'est procuré Mediapart, la commandante de police décrit une enquête complètement prise en main par la Société Générale. La banque qui impose sa version des faits, choisit les interlocuteurs mais fait aussi pression sur les témoins et enfin refuse de répondre aux réquisitions quand elles dérangent. Alors Nathalie Leroy qui cite aussi entre autres un témoignage d'un ancien salarié de la Société Générale qui dit avoir alerté sa hiérarchie dès 2007, c'est 9 mois avant que le scandale n'éclate. Oui, il s'agit de Florent Gras qui a déclaré avoir envoyé un courriel avec notamment une tête de mort pour alerter sa hiérarchie sur les agissements de Jérôme Kerviel. La commandante de police n'obtiendra jamais ce mail, comme d'autres demandes qui ne seront pas donc acceptées par la Société Générale. Des réquisitions judiciaires qui restent lettres mortes, comme tout ce qui ne va pas dans le sens de la thèse défendue par la Société Générale. Kerviel, trader fou, travaillant en solitaire, jouant des milliards à l'insu de sa hiérarchie. Alors au fur et à mesure que l'enquête avance, Nathalie Leroy dit avoir le sentiment d'être instrumentalisée par la banque. Et selon Mediapart, Frédéric Oudéa, l'actuel PDG de la Société Générale, aurait pu faire pression pour empêcher que certains salariés ne témoignent devant la justice. Ouais. Et cette commandante de police qui met également en cause le parquet de Paris.
Oui, le parquet qui a tout fait pour enterrer cette enquête, selon Nathalie Leroy, alors qu'elle insiste sur les zones d'ombre de cette affaire et demande d'engager de nouveaux actes et de nouvelles expertises. Le parquet oppose un refus à tout. L'autre interrogation soulevée par la commandante de police porte sur le montant des pertes déclarées par la Société Générale. Jamais, selon elle, il n'a été possible d'obtenir une expertise sur cette somme faramineuse, 4,9 milliards d'euros, je vous le rappelle, et qui a valu à la banque un joli cadeau de Bercy, 1,7 milliard d'euros d'avoir fiscal en 2008. Alors la Société Générale a aussitôt réagi, d'ailleurs elle tient demain son assemblée générale. Elle a dit s'étonner de ces informations et rappelle que toutes les décisions de justice ont reconnu la culpabilité exclusive de Jérôme Kerviel dans cette affaire. Mais suite à ce nouveau témoignage, l'enquête est relancée et l'affaire Kerviel, je vous le dis, elle est loin d'être terminée. Une affaire plus que jamais à suivre de très près. Merci beaucoup Fleur Citruc pour tous ces éléments. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. L'Inde et la Chine seront notamment au programme. Restez avec nous, l'information continue.